il se trouve qu'avec mon trailer de Avatar 3, il y avait également un petit film qui passait juste après, et ce petit film c'était du coup Les 4 Fantastiques, premier pas. Donc du coup c'est, ça y est, cette fois-ci c'est bon, c'est un bon film, Les 4 Fantastiques, tout ça. Promis, ceux d'avant c'était la Fox qui gérait, c'était un peu nul, tout ça, enfin voilà. Moi j'ai un petit peu d'affection quand même pour les premiers, parce que bah, je les ai vus quand j'étais jeune, tout ça, que ce soit le premier ou celui avec le surfeur d'argent, tout ça. C'est un petit peu rigolo, j'aime bien comment sont montrés les personnages, tout ça, j'aime bien comment ils interagissent, il y a un petit peu de cœur dedans que j'aime bien. Il y a des messages aussi mine de rien, enfin il y a des belles scènes à l'intérieur, pourquoi pas. Et du coup, j'ai pas vu la version de Josh Trank là, sortie en 2015, là, déjà il y a 10 ans, quelque part. En plus, Josh Trank, à la base, je l'aime bien, j'avais beaucoup aimé son Chronicles, tout ça. Mais c'est vrai que là, du coup, ça y est, un bon film 4 Fantastiques, avec du coup cette famille qui évolue. Alors, ce que j'aime bien dans le film, c'est que d'ailleurs, ils évoluent, ils sont déjà connus comme 4 Fantastiques, tout ça, ils sont déjà reconnus, il y a quand même, forcément, quand tu débarques dans un univers où des personnages sont déjà connus du monde entier comme étant des super-héros, il y a toujours cet aspect où tu auras un montage à un moment de eux précédemment, etc. Quelle est l'utilité? En fait, il n'y en a aucune, c'est un peu ça le problème d'ailleurs. Je vais parler des petits problèmes du film, et d'abord je vais parler de mon sentiment général. Mais en tout cas, du coup, bah, les 4 Fantastiques, là, ils sont déjà établis, et ils sont déjà, depuis un sacré bout de temps, ils sont déjà admirés par plein de monde, par énormément de gens. Et ils se disent, bah en fait, là, on va faire face à une grosse menace, qui est du coup la venue d'un émissaire, le surfeur d'argent, qui annonce la venue de Galactus, qui va venir dévorer la Terre. Comment d'ailleurs on ne sait pas trop, mais en tout cas voilà. Non, si, en vrai c'est exploré en plus, donc je suis un petit peu mauvaise langue, mais du coup voilà, ils sont déjà établis, il y a déjà un contexte où en plus c'est des gens qui ont des séries télévisées, d'animation, etc., des produits dérivés, tout ça, plein de trucs, ce qui d'ailleurs n'est absolument pas exploré, ce qui du coup renforce un petit peu mon affection finalement pour ces premiers films 4 Fantastiques, parce que je sais que c'était quelque chose qui était exploré dans le deuxième film du coup original de je sais plus, c'est Tim Cook, je sais plus, qui explorait déjà cet aspect très mercantile, très produits dérivés, etc. Ça c'était quelque chose que j'aimais bien, et là en fait c'est absolument pas exploré dans ce 4 Fantastiques premier pas, parce que bah en fait on s'en fout, et en fait c'est des produits mercantiles de leur temps, tout ça. Il y a un aspect qui est un petit peu rigolo dans le côté où en fait il y a quelque chose de l'ordre du l'opinion publique qui va changer face aux 4 Fantastiques, mais ça pareil, c'est abordé 5 secondes, c'est tout. C'est-à-dire que l'opinion publique va changer l'espace de 5 secondes pour dire ah mais pourtant vous faites ci, vous faites ça, c'est tout. Et pareil, ça n'explore pas l'aspect bigger than life quelque part. Ils ont pas voulu car ça rappellerait trop The Boys. Bah oui, pourtant c'est ultra pertinent hein, quelque part dans cet univers-là particulièrement, d'aborder cet aspect-là. Je trouverais ça très pertinent. Mais bon, ils ont pas voulu l'aborder. Ils ont pas voulu l'aborder. Pourquoi pas? Et donc, moi mon ressenti global, c'est que c'est un film Marvel. Et c'est un peu le problème que j'ai, c'est-à-dire que moi je voyais les trailers, je voyais le trailer que vous voyez là actuellement, et je me disais putain. Alors pas celui-là, parce que celui-là c'est le dernier trailer en date, et en fait tout le temps ils font ça Marvel. Tout le temps ils font ça. Il y a un cycle Marvel. Vous savez, c'est un peu comme le cycle Sonic, pour les fans de Sonic. C'est que en fait tout le temps, le premier trailer sort et on se dit ouh, putain, pourquoi pas. En fait il y a une petite patte, il y a un petit truc, c'est marrant, c'est rigolo. Oh ok, il y a peut-être quelque chose à en sauver. Le deuxième trailer sort, on se dit ok bon, ça va, ça a l'air sympa. En plus là on voit le méchant, il a l'air plutôt cool et tout. Oh ça va, ça a l'air vraiment sympa. Et après le dernier trailer sort, et là c'est le dernier trailer, et on se dit ah, il y a quand même un petit souci. Enfin il y a quand même ce truc où ce que j'aimais bien dans les premiers trailers, là je suis pas sûr de totalement les retrouver. En fait, est-ce que c'est vraiment ça la force du truc Puis finalement, est-ce que c'est vraiment... Ouais, voilà, Sonic Frontier, c'était l'inverse, c'est vrai. Sonic Frontier, c'était le premier trailer de gameplay, tout le monde se disait wow, le désastre. Et en fait, le jeu était pas mal. Mais il y a quand même ce truc où, effectivement, là, ce qu'on voit, même là, ce qu'on voit actuellement au niveau de la photo, est un petit peu rigolo. Alors, c'est terne, putain, que c'est terne quand même. Hein. C'est ça qui est badant, c'est-à-dire que en face, il y a quand même Superman qui essaye un petit peu de ramener de la couleur, qui reste un petit peu terne par moment, mais qui essaye un petit peu de ramener de la couleur. Et là, on voit ça, c'est terne, c'est à contre-jour la moitié des plans, ou alors c'est éclairé vraiment de manière très studio. Ok, et je veux dire, c'est vraiment, je ne comprends pas, parce qu'il y a des assets, il y a des décors, des costumes, des props également, des accessoires qui sont absolument
magnifique à chaque fois. Enfin, il y a un côté vraiment très beau dans les costumes, dans tout ça. Enfin, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup comment sont tous les décors qu'il y a, etc. Mais la photo à côté est purement, enfin encore une fois, je comprends pas, je pense qu'il y a des trucs vraiment contractuels par rapport aux acteurs, pour ne jamais montrer des pores dans les peaux, pour ne jamais montrer les personnages vraiment des gueules pas géniales, etc. Parce que bah, par exemple le personnage qui a la meilleure gueule dans tout ce film-là, c'est la chose. La chose qui est absolument magnifique, et on le sent sortir d'un comic book de Jack Kirby, parce que c'est beaucoup de Jack Kirby qui était derrière les 4 Fantastiques. Vous savez, c'était ce duo Jack Kirby, Stan Lee évidemment. Alors Stan Lee qui n'a pas fait tout, hein, bien sûr, mais voilà. Mais Jack Kirby et Stan Lee, et c'est beaucoup du coup Jack Kirby qui a fait les 4 Fantastiques et qui a beaucoup bossé pour DC par la suite, ou avant, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc où la seule personne qui est plutôt bien éclairée tout du long, qui est plutôt jolie d'ailleurs, et c'est assez impressionnant d'ailleurs au niveau du CGI, c'est cette chose, c'est la chose du coup, enfin Ben Grimm, qui est vraiment magnifique, enfin qui est d'une beauté vraiment incroyable, et qui est en plus super bien éclairé tout du long, c'est un perso super bien. D'ailleurs qu'ils ont tourné à Disneyland, bah en fait... Le problème quelque part c'est ça, le problème c'est que vous avez ce truc, ce décor vraiment fantastique, hein, clairement fantastique, ça d'accord, mais comment c'est éclairé par contre c'est vraiment dégueulasse quoi. Et c'est le même problème que dans, j'ai l'impression que c'est le même problème que dans WandaVision. Au début tu crois qu'il y a une prise de risque en prenant l'identité des films des années 60-70, puis finalement c'est un Marvel comme les autres. Bah c'est un peu ça finalement dans le prolongement de ce qui se passe au niveau de l'intrigue, c'est-à-dire qu'au niveau de l'intrigue, moi j'avoue que j'étais vraiment dedans. Tout le premier tiers qui t'introduit les persos, bon c'est un peu rébarbatif parce que y a quand même ce côté où évidemment c'est absolument, enfin c'est très classique quoi, c'est-à-dire que c'est une origin story sans être une origin story, c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que il y a quand même ce truc où effectivement bah, c'est une origin story qui est rapidement mis sur le côté, c'est-à-dire que en fait comme ça débarque in media res 4 ans après la venue des 4 Fantastiques, on revoit pas le moment où ils ont les ondes tout ça dans leur gueule, etc. Mais par contre on voit des trucs qui sont passés avant, etc. Dans des faux reportages qui sont dans l'intrigue, etc. Enfin ça voilà, il y a des faux TV shows, il y a des faux programmes télévisés pour les montrer. Donc en fait c'est ça que c'est une sorte d'origin story de Schrödinger où en fait c'est à la fois une origin story parce que ça te montre plein de flashbacks et en même temps comme ça débarque au milieu, au moins il y a certains trucs rébarbatifs qui sont pas là. Bon, d'accord. Ça reste que c'est quand même plus une origin story si je devais le classer quelque part sur un seuil que Superman par exemple. Et d'ailleurs c'est trop bizarre hein, mais Superman tout le monde disait ouais l'origin story j'en ai marre. Ce film là qui est beaucoup plus une origin story, les gens visiblement n'ont pas marre, enfin les gens ont adoré apparemment sur Rotten Tomatoes, Metacritic, etc. Et d'après les premiers retours, bon ok, mais visiblement bref, voilà. Et en tout cas du coup le premier tiers je suis à peu près dedans. Il y a une scène qui est dans l'espace, enfin toute une séquence, une très longue séquence qui est dans l'espace, magnifique. Enfin vraiment il y a un jeu qui est très beau, puisque, alors c'est pas un spoil hein, d'ailleurs, mais il y a un jeu qui est très beau, où en fait il y a du coup Sue Storm, d'ailleurs c'est une autre intrigue, qui est enceinte du coup de Franklin Richards, et en fait il y a ce truc où Franklin Richards, à Skip dans les comics, c'est un être extrêmement puissant, extrêmement fort, c'est une sorte de mutant qui peut vraiment changer des univers, etc. Et donc ça fait partie de l'intrigue que de le sauver et que de le livrer hein, quelque part. Et donc le moment particulièrement où Sue Storm accouche, puisqu'elle accouche dans le film, c'est montré hein, d'ailleurs, contrairement à Stagecoach de John Ford, enfin, j'y repense parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a ce moment où elle accouche. Finalement, il est montré. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une sorte de montage parallèle par rapport à tout ce qu'il y a à ce qui se passe également à côté, parce que c'est au fil d'une scène d'action que je trouve vraiment très intéressant et qui te fait oublier la perception du temps, que je trouve vraiment chouette. Et en plus, il y a une notion de perception du temps dans cette scène-là, sans trop spoiler. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très chouette dans cette esthétique-là et dans ce montage parallèle-là, qui est une sorte d'aspect vraiment assez brillant dans cette sous-intrigue là qui est
vraiment, enfin, toute cette séquence-là est vraiment bien gérée. Toute la séquence de rencontre avec Galactus que vous voyez juste ici est vraiment très bien gérée également. Enfin, il y a un aspect qui est très chouette dans cette exploration-là. Et après, il y a le troisième acte et bon bah voilà. En fait, ça redevient un film Marvel où, alors il y a ce moment du discours de Sue Storm qui est absolument ridicule. Enfin, je ne comprends pas qui ça peut convaincre, je comprends. Bref, voilà. Il y a un moment qui est rigolo où en fait toute l'humanité se lie pour se sauver elle-même, hein, quelque part, qui est vraiment chouette à voir. Mais sinon, ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est encore une fois un film Marvel assez classique et on retombe dans des trucs Marvel assez classiques où tout est prévisible, c'est-à-dire que il y a des scènes de fake out entre guillemets où on pense qu'il va se passer quelque chose et en fait il se passe l'inverse, etc. Mais pareil, le truc est totalement prévisible tout du long. Il y a des scènes totalement, comment dire, totalement pavé ah comment ah putain j'ai plus l'expression, j'ai complètement con. Mais en tout cas il y a des scènes qui sont totalement vues, revues et revues évidemment, enfin ça reste un film Marvel quoi. Mais par contre je voudrais prêter attention sur les VFX parce que alors autant les VFX ils sont magnifiques, tout le moment, voilà, il y a énormément de scènes bateau, ça ok, il y a énormément de dialogues, enfin moi j'en ai marre des dialogues à la Marvel, voilà, c'est pavé de bonnes intentions par moment. Quand même il y a ce truc où effectivement tu sens que c'est un film qui est pavé de bonnes intentions, où ils essayent vraiment de se dire allez on fait un bon film quoi, allez. Tant qu'à faire, on fait un bon film. Le problème, c'est qu'il faut pas que ça, quoi. Le problème, c'est que je pense qu'il y a un peu trop d'ingérence encore des studios qui fait que, bah, un peu trop cet aspect où en fait c'est trop vas-y quoi. C'est trop vas-y, non mais lui l'autre, non mais c'est trop malheureusement c'est trop vu et revu et ça reste vraiment ce truc où c'est trop cahier des charges quoi. Tu sens qu'il y a des moments qui sont censés être là, enfin tu sens que même il n'y a rien qui est perdu finalement dans toute cette intrigue là et en fait c'est ça qui est dommage, c'est que moi je vois un film 4 Fantastiques premier pas où ils font face à une grosse menace etc qui pourrait détruire leur monde et qui en plus se passe dans une réalité alternative au MCU. Je me dis putain ça se trouve ça va vraiment très mal finir pour eux vu que là ils font le pari de la réalité alternative. Si ça se trouve ça va vraiment extrêmement mal finir pour eux. Pas du tout. C'est-à-dire que bah voilà, c'est désolé de vous l'apprendre hein, mais en fait finalement tout va bien à la fin, enfin voilà, en tout cas tout est anglais pour dire que tout va bien, mais finalement ouais tout va bien, tout est nickel, tout est parfait dans le meilleur des mondes, et voilà quoi. Les films gentils sont trop gentils, oui c'est pour les 6-8 ans, bah oui mais quelque part je m'attendais, je me disais mais en fait c'est le moment, tu vois, c'est le moment, en plus là le prochain film dans la saga Marvel ça reste Doomsday, qui est en cours de tournage, ça pareil je vais en parler un petit peu, mais qui est en cours de tournage tout ça avec les 4 Fantastiques, et on se dit bah en fait là vous êtes sur une réalité alternative, allez-y lâchez-vous, faites en sorte que la réalité alternative en fait finalement rien ne fonctionne et que tout part à volo et que ça soit une longue traversée, et quelque part ça appuierait les thèmes aussi de ce 4 Fantastique là, que de dire bah en fait même si ces personnages là sont pavés de bonnes intentions, même si ces personnages là veulent faire le bien, etc. Bah en fait, et en plus avec ce personnage-là de Reed Richards qui est introduit comme un personnage extrêmement, comment dire, extrêmement intelligent, extrêmement, enfin c'est vu comme l'homme le plus intelligent de la Terre, etc. Enfin bref voilà, et il est, enfin voilà. Pourquoi pas, enfin voir l'intelligence comme de la magie à chaque fois ça me pète les couilles hein, dans ce genre de production là, mais pourquoi pas, et du coup il est vu comme l'homme le plus intelligent de la Terre, ça voilà, et en fait quelque part ancrer ce thème là de dire c'est l'homme le plus intelligent de la Terre mais en fait il n'arrive pas à sauver l'humanité, j'aurais pu trouver ça très intéressant, j'aurais pu trouver cette exploration là des choses extrêmement intéressantes. Le problème c'est que c'est jamais vraiment exploré, et c'est un peu le truc que j'ai par rapport à ces 4 Fantastiques là, c'est que cette exploration du c'est l'homme le plus intelligent de la Terre, et en fait là il est face à quelque chose qui le dépasse et qui est vraiment cosmique, et où en fait il n'arrive pas à trouver de moyens de s'en sortir, et peut-être même d'en faire une critique du côté très comment dire, du côté où en fait ils sont vus quelque part comme pas comme des dieux mais comme un peu comme des dieux modernes, parce que c'est des figures de proue de la publicité, c'est des figures de proue du merchandising, parce qu'ils ont des produits dérivés à gogo, etc. Et de les voir finalement chuter, de les voir tomber, de voir des dieux tomber face à quelque chose de cosmique et de
de plus ancien que l'univers, c'est dit à un moment, je me dis bah pourquoi pas, ça pourrait être un thème très intéressant à explorer dans ce 4 fantastique là, que de cette chute finalement de Reed Richards et de cette chute vraiment théorique et de en fait finalement la science ne peut pas nous sauver et finalement il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui va rétablir les choses. Voilà, il est l'homme le plus intelligent de la Terre mais il ne peut pas la sauver, c'est déjà dans le dernier Superman avec Lex qui échoue à nous protéger de la menace kryptonienne, bien sûr. Et je veux dire, c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose qui presque pourrait le transformer en sorte de super vilain et qui pourrait le faire grandir si justement il ne sombre pas. Ce qui serait intéressant parce que là le film est quand même une passerelle vers Doomsday. J'imagine que ça sera important de voir le film pour voir Doomsday, on sait pas encore. Mais il y a quand même ce truc où avoir cette personnalité là, merci Léo Loca pour le lien, mais avoir cette personnalité là qui du coup est censé être l'homme le plus intelligent de la Terre mais qui ne peut pas sauver cette planète là, c'est quelque chose de très super héroïque. Rappelle quand même que la base de Superman, c'est de dire c'est l'homme le plus puissant de la Terre, c'est l'homme le plus fort de l'univers, il peut sauver tout le monde mais il ne peut pas sauver son propre père à cause d'une crise cardiaque. Ça c'est quand même quelque chose qui est très fort dans le mythos super-héroïque et qui ancre finalement les super-héros dans leur mythologie. C'est de dire ils peuvent sauver tout le monde sauf cette personne. Et c'est la personne qui leur est le plus chère et c'est ce qui va les faire grandir. Et ce que je regrette dans ces 4 fantastiques là, c'est qu'en fait tout se passe bien tout le temps. Et la fin c'est une happy end. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que en fait il n'y a pas de leçon apprise, il n'y a rien. C'est une aventure comme une autre finalement. Alors que ça pourrait être vraiment bien plus grand. Encore une fois, c'est dans un autre univers, c'est ailleurs. Enfin, je comprends pas tellement pourquoi ça part là-dedans, pourquoi ça part dans ce côté finalement presque trop optimiste avant un opus qui est censé s'appeler quand même Doomsday, quoi. Doomsday. Bien vu, ils ont fait pareil avec Buffy, elle sauve le monde 10 fois, mais sa mère meurt du cancer sans qu'elle ne puisse rien faire. Ben bien sûr. Bien sûr, enfin c'est quand même c'est la base hein, de beaucoup de fables, parce qu'encore une fois c'est des paraboles en partie, les super-héros, c'est des fables, c'est des mythologies, hein, évidemment, c'est Alan Moore qui parle beaucoup de mythologie en parlant de super-héros, c'est des mythologies modernes, c'est de dire, bah en fait c'est des leçons à donner aux autres, c'est de dire, tu peux sauver le monde mais tu peux pas sauver les êtres qui te sont chers nécessairement, et tu dois faire des sacrifices, c'est les fameux sacrifices que doivent faire parfois des personnes entre eux. Est-ce que tu préfères sauver 5 étrangers que tu ne connais pas, ou est-ce que tu préfères sauver la personne qui t'est le plus chère au monde? Spider-Man a beaucoup ça, notamment dans le premier de Sam Raimi, il y a également ça avec ce dilemme qu'il a à un moment. Et en fait c'est ce truc de dire parfois on peut sauver tout le monde, mais parfois effectivement il faut effectivement faire des choix, des sacrifices personnels, des moments où on se dit bah là je dois faire ce sacrifice là. Et quelque part, je voyais, en fait, je vois énormément de portes de sortie pour les personnages, pour qu'ils puissent faire ça, pour qu'ils puissent sortir de cet aspect-là. Le problème, c'est que, en fait, là où il est trop réservé au niveau de ses messages, je vais beaucoup parler des messages parce qu'en fait, la mise en scène n'est pas intéressante. Il y a quelques moments qui sont jolis, qui sont bien faits, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la bande-annonce, même pas celle-là, mais les autres également, est plutôt bien fait, ça ok. Mais le reste finalement, qu'est-ce qu'on s'en branle quoi. Et le reste est pas si bien filmé que ça. Et voilà, et les scènes d'action sont pas terribles. Les VFX sont absolument dégueulasses. Franklin Richard, du coup le bébé est entièrement en CGI. Oh, c'est dur hein, c'est-à-dire que, dites-vous, le bébé dans Twilight, il est aussi bien fait hein, vraiment, enfin les souvenirs que j'en ai en tout cas, du bébé dans Twilight 5, je sais plus, le 3, je sais plus, il est quand même mieux fait hein. Vraiment, enfin, il est pas mieux fait, quand même, il y a eu de l'avancée, mais putain, waouh. Mais voilà, les CGI sont pas terribles par moment, parfois elles sont absolument magnifiques. La réal est quand même assez neutre, assez... on s'en fout quoi globalement, enfin vraiment il y a ce truc où c'est juste on s'en fout de la réal et on n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra quoi. Globalement c'est un peu ça le problème. Alors, en fait c'est que on a l'impression qu'il y a personne derrière la caméra, c'est très impersonnel, il y a des storylines alternatives à côté qui sont absolument pas développées. Et encore une fois, moi le souci principal, je l'ai dit dans mon TikTok en sortant de la salle, c'est que le film ne prend jamais le temps. Le film ne prend jamais de temps pour s'attacher à ces personnages, ce qui fait que les moments où on essaye un peu de nous montrer, typiquement, moi c'est un aspect qui m'est très cher hein, évidemment, c'est le judaïsme de Ben Grimm. Je sais plus si c'est son judaïsme ou sa judéité, mais en tout cas voilà, c'est un truc qui est très intéressant parce qu'en plus ça revient dans le mythe du golem, qui est, vous savez, c'est le premier mythe super-héroïque hein, c'est le mythe du golem dans la religion juive, c'est quelque chose qui est très important, et donc moi je vois ça et je me dis ok, ça va être exploré. En plus là ils ont fait attention, ils ont pris Ebon Moss, je sais plus son nom, le mec de The Bear là,
Bon, même si voilà, il est constamment, constamment sous des tonnes de briques évidemment, mais ils ont fait attention à prendre un acteur juif, donc je me dis bah ça va être peut-être exploré. Et effectivement, il y a une petite scène sur ça. Quand je dis petite scène, c'est qu'elle dure 30 secondes. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment ça a pu... Enfin, comment ça a pu se passer de se dire ouais, cette scène là de 30 secondes elle est bien quoi. Cette scène là de 30 secondes où en fait les personnages ne prennent jamais le temps d'explorer leur grief, d'explorer leurs problèmes personnels. Elle est bien, elle colle bien à ça quoi. Donc voilà. Finalement c'est pour ça que je parle finalement que du scénario. C'est à dire qu'il n'y a que ça qui est peut-être intéressant dans ce genre de film là. Ça rejoint ce que disait d'ailleurs Johan Sardé ici quand il passait, où il trouvait que le MCU était surcoté. C'est à dire que on ne va voir ce genre de film là que pour la scène post-générique. Scène post-générique qui, encore une fois, ici, est une scène où... ah oui, il y aura tel personnage. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a rien, il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas d'aspect où on va... moi, c'est ce que je regrette hein, particulièrement dans les scènes post-génériques aujourd'hui des Marvel, hein, bien sûr, c'est que c'est pas des scènes. Faut arrêter de dire que c'est des scènes. C'est des plans, c'est... Les scènes post-génériques des Marvel, maintenant, c'est des plans où t'as un personnage qui est de dos et qui se retourne vaguement, et en fait, ça coupe juste avant de voir son visage, et voilà. C'est ça toutes les scènes post-génériques, et on va voir des films Marvel finalement que pour voir ça, alors qu'on pourrait juste attendre 6 mois et le temps qu'il y ait la bande-annonce de Doomsday, et voilà quoi. Oui, c'est Fantomette tout à fait qui apparaît dans, dans ce film-là. Et quand c'est pas des textes, oui voilà, quand c'est pas des textes ou quand c'est pas des blagues, ou quand c'est pas... Parce que voilà, à la limite, moi les blagues, maintenant, plus le temps passe, plus je les apprécie. C'est-à-dire que je me dis, en fait, les scènes post-génériques blagues, finalement, elles sont un peu rigolotes, et elles sont un petit peu marrantes. Et pourquoi pas, finalement, d'avoir des petites scènes post-génériques blagues. Et au moins, ça montre des petits moments attachants pour rester avec les personnages, tout ça. Là, la scène post-générique blague, parce qu'il y a toujours ça, il y a toujours ce truc où il y a la scène post-générique après le premier générique, et la scène post-générique tout à la fin. Voilà, c'est tout. Et voilà, quoi. Des fois, l'intention d'un scénario suffit à des gens, genre la mention du trafic d'armes dans Star Wars 8 qui profite à la résistance et au premier ordre. Tu abordes en une phrase un sujet de fond qui pourrait être le thème central du film et ça suffit à faire dire ouais, à profondeur. Bah, moi je suis pas d'accord parce que j'aime beaucoup Star Wars 8, mais je trouve qu'en fait c'est un aspect qui est intéressant et qui est balancé là et où tu sais que ça sera exploré ailleurs quand même, ce côté la chose un peu grise etc de la chose, tu sais que ça sera exploré ailleurs que dans ce film là, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où, en fait, globalement, moi, ce que je regrette avec ce film-là, c'est qu'évidemment, il va beaucoup trop vite, hein, bien sûr. Il va immensément vite. Enfin, il ne prend jamais le temps de s'arrêter. Et c'est vraiment quelque chose... Enfin, je ne comprends pas comment c'est possible de valider ça, en fait, quelque part. De valider un film qui va aussi vite et qui prend jamais le temps de s'intéresser à ces personnages. Ce qui fait que si tu n'as pas... Enfin, si tu n'as pas un peu, je sais pas, d'attrait pour ce truc avec moi aussi j'aime bien, mais tu parles de la scène du golem dans les 4 Fantastiques, ça m'a fait penser. Ah oui non mais t'inquiète, mais il y a ce truc où effectivement c'est quand même quelque chose où là la scène du golem par rapport à son judaïsme, c'est vraiment il rentre à un moment dans une synagogue, c'est tout, il rentre dans une synagogue, il a un dialogue avec un personnage où on sent... En fait, à chaque fois, c'est ça le problème. C'est-à-dire que je sais qu'il y avait un personnage qui était joué par John Malkovich, qui était censé apparaître dans le film. Au final, il n'apparaît pas. Il était pourtant dans les trailers, hein, bien sûr, il était dans les trailers, mais au final, visiblement, pendant le montage, ils l'ont coupé. Ce qui me fait me dire, putain, vous avez John Malkovich, vous le coupez, vous êtes des bâtards. Mais là, c'est pareil, il y a un personnage, du coup, joué par Natasha Lyonne, qui est censé être, du coup, une sorte un peu de love interest bizarre pour la chose. Mais leur relation, en fait, c'est 2 scènes. C'est 2 scènes et demie. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment rien, en fait, entre les deux. Il n'y a aucune alchimie. Comment vous voulez construire une alchimie entre ces personnages-là, sachant qu'il n'y a rien entre les deux? Et quelque part, en fait, moi, ce que je regrette aussi, c'est que, pour parler un petit peu du scénario, mais même quelque part, ça rentre aussi dans ce côté-là de la construction du film, c'est que c'est quand même un film... Finalement, j'en suis sorti, je me suis dit, putain, c'est vachement conservateur, quoi, comme film. C'est vachement, enfin, ce côté, cet attachement à la famille, également. Alors, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important, également, bien sûr, dans les 4 Fantastiques, mais c'est quelque chose qui a été déconstruit au fur et à mesure, mais c'est quelque chose qui, en fait, est très conservateur là-dedans, et je comprends également plein de trucs, je comprends également plein de thèmes que ça essaye d'aborder sur énormément de choses, mais... cet aspect très, très conservateur, et pareil dans l'esthétique années 60 où tout est beau, tout est magnifique, où pareil ça n'abordera jamais le côté que dans les années 60 il y avait quand même des trucs qui étaient pas terribles à plein d'endroits. Vous avez un personnage qui est joué par une personne noire, ça serait le moment d'aborder quand même peut-être d'autres thèmes à l'intérieur, mais il y a quand même ce côté qui m'a un peu rebuté, de me dire putain c'est quand même vachement conservateur, étrange, enfin je comprends pas trop, parce que
il y a un truc où là il y a eu des déclarations de Kevin Feige autour on va les lire peut-être un petit peu après, autour du côté où lui il est en mode mais moi j'en ai marre de dire que c'est des films woke, c'est des films tout à fait normaux, c'est juste qu'il y a énormément de gens, énormément de personnes qui se reconnaissent là-dedans, etc. Mais il y a quand même ce tournant un petit peu conservateur, j'ai l'impression, de la part du MCU qui moi me dérange un petit peu, c'est-à-dire que là l'esthétique années 60 idéalisée, très Mad Men en apparence quoi, très ce truc du tout est beau mais en fait derrière tout est crade, etc., qui en fait est pas du tout abordé. Et je veux dire, j'attends pas non plus une fable politique sur les années 60 de la part de Marvel, mais je sais pas, quelques petites phrases. Vous êtes déjà à être extrêmement rapide, à aller tout le temps extrêmement vite. Essayez de faire quelques petites phrases quand même par moment là-dessus, sur le climat du monde, sur le fait qu'ils essayent d'arranger certaines choses. Là, en fait, il y a un côté extrêmement naïf. Pareil, il y a un truc où en fait Sue Storm du coup est un peu la diplomate du groupe. Ce qui fait une excuse pour la montrer de moins en moins dans des scènes d'action, visiblement. Mais Sue Storm est un petit peu voilà, la diplomate de tout le groupe et qui va aller dans les nations, etc. pour une affaire de future fondation, ça je sais plus, pareil, c'est dans plein de trucs. Et c'est dans les comics, enfin de ce que j'ai lu. Et en fait, qui va essayer de construire diplomatiquement des liens entre les peuples, etc. Ok. Et en fait, pareil, c'est très naïf, quoi. C'est très naïf de voir ce genre de truc-là. Là où, encore une fois, Superman, il rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus... même si, voilà, il y a eu des déclarations de James Gunn récentes, etc. Bon, moi, je m'en fous de ce qu'on a pensé de James Gunn. Je vois le film pour ce qu'il est, hein, relire Roland Barthes, tout ça. Mais il y a quand même ce truc où... Bah, je sais pas, c'est très naïf, quoi. C'est très naïf. Et il y a quelque chose de... la question, tu vas aller le regarder, bah, j'en sors. mais, mais globalement, enfin ça fait 30 minutes que j'en parle. J'ai pas vu le film, mais est-ce que c'est pas une tentative de reconnecter avec un optimisme d'après-guerre, la Huxley, genre on peut tout accomplir, on est américain? Bah oui, pour moi c'est ça qui est un peu problématique, il y a ce côté vraiment très conservateur de la chose, très américano-centré, ça évidemment, je veux dire j'en attends pas plus hein, d'un film américain, j'ai envie de dire, mais un côté très ouais, très conservateur qui m'a vraiment dérangé, même dans cette représentation des années 60, etc., comme quelque chose vraiment de magnifique, alors que qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qui se passait pendant les années 60, c'était pas terrible de partout, mais ne serait-ce que pas aborder ces questions-là, ne serait-ce que par une petite phrase, un petit truc, mais c'est quand même un loupé, quoi, et c'est quand même impliqué, parce que moi je déteste parler d'un film pour ce qu'il était censé être. Je vais pas dire, ah, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça très inspecteur des travaux finis déjà, mais je trouve que ça fait très. Je juge un film qui n'est pas ce qu'il est, et presque le film que j'aurais voulu y voir peut-être. Mais je veux dire, il y a quand même cet aspect où, là, le film, il s'inscrit dans une politique de la chose, il s'inscrit dans une politique actuelle, où il y a des conflits, enfin tout est l'Amérique est divisée, le monde est divisé globalement en plein de spectres, plein d'opinions, et là ça aborde la chose comme quelque chose où en fait tout le monde est uni pour une cause générale qui est la venue d'un extraterrestre, presque un côté Watchmen, mais Watchmen sans le cynisme quoi, ce qui fait du coup pas Watchmen en fait. Donc globalement c'est ça en fait que je regrette dans ces 4 fantastiques, c'est que je trouve que il est vraiment très conservateur, et plus j'y pense, plus je trouve le film vraiment... pas de droite non plus ou des trucs du genre, je déteste encore une fois dire qu'un film est de droite, tout ça, mais en tout cas qu'il est très conservateur. Ça c'est vrai, hein, qu'il y a vraiment cet aspect là où c'est très, enfin, tout est aseptisé quoi. Tout est aseptisé, enfin il y a rien, il y a pas d'aspérité, il y a rien quoi dans ce film. Et c'est un peu ce que je regrette quoi. Et en tout cas du coup il y a eu des déclarations également sur l'avenir du MCU par Kevin Feige tout récemment, il y a 2 jours. Donc je propose qu'on les regarde un petit peu autour de cette suite du coup du MCU, parce que là clairement ce MCU est vu, enfin les 4 Fantastiques est vu comme le sauveur finalement de tout ce MCU, comme quelque chose où en fait il va venir et il va tous nous sauver et tous nous sortir de la mouise quoi quelque part, parce qu'il va être super bien et que voilà. Et moi j'ai vu il y avait des bons retours autour de ce film là, bon ok, de toute manière les gens étaient impressionnés par Thunderbolts, je vous avoue que ça j'ai pas compris non plus, enfin Thunderbolts. Ça fait quelques jours là qu'il y a des scènes qui commencent à sortir sur Twitter. Alors des scènes qui sont absolument dégueulasses parfois, qui sont mis en 50 FPS, tout ça, donc c'est absolument immonde avec putain comment ça s'appelle du frame, putain de la génération d'images, d'entre-images, etc. Donc c'est absolument dégueulasse. Mais voilà, en tout cas il y a des gens qui commencent un petit peu à retourner leur veste et à dire...
ah quand même c'était pas si terrible que ça. Même si les thèmes étaient intéressants, et encore une fois ce thème de fin du monde, cet aspect de fin du monde était intéressant quand même dans Thunderbolts. Mais il y a quand même ce truc où oui il y a des gens qui commencent à retourner leur veste autour de Thunderbolts. Ce qui me fait un petit peu plaisir parce que j'étais le premier à dire ah quand même ça reste un film Marvel comme tout un autre. Voilà du motion smoothing tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, il y a eu, comme dit dans le tweet, beaucoup d'informations. Il y a eu une grosse interview de Kevin Feige autour du coup de cet avenir du Marvel Cinematic Universe. Donc du coup, voilà, voyons voir ce qu'il va y avoir. Donc du coup, il confirme que après Secret Wars, donc du coup qui est, alors du coup il y a Avengers Doomsday qui devrait sortir l'année prochaine, et aussi Secret Wars surtout. Donc encore une fois un événement en deux parties, un peu comme Infinity War et Endgame, qui de base était Infinity War partie 1 et 2. Et là, globalement, du coup, après Secret War, donc qui est le dernier film en date, apparemment, il devrait y avoir une sorte de reset. Enfin voilà, c'est une sorte de reboot avec vraiment ce truc du ça y est, maintenant, fini les histoires de multivers, on va rester sur notre ligne. Et voilà, donc je sais pas exactement comment ça va se passer. Moi, j'avoue que c'est vrai qu'il serait temps quand même d'avoir une sorte de reboot du Marvel Cinematic Universe, ne serait-ce que pour les thunes, hein, bien sûr, parce que là, vous avez plus Iron Man et ça se voit un petit peu. Hein. Vous avez réengagé Robert Downey Jr., c'est pas pour rien, bien sûr. Un an de production, c'est pas extrêmement court pour un film Avengers, oui. Pour ça que bon. Le film Blade avec... ça, la blague, putain. Il a été annoncé il y a 6 ans, les gens. Il a été annoncé il y a 6 ans. Pour l'instant, c'est pas encore... c'est pas encore tout à fait là, quoi. Sachant que il y a eu des costumes parce qu'en fait, Ryan Coogler, il a engagé beaucoup des gens qui étaient à la base sur Blade pour son Sinners, qui étaient en fait juste des costumes qu'il a repris pour son Sinners de la production de Blade, quoi. Donc ça, les gens la blague, sachant que ça a bloqué en plus Mahershala Ali. Alors en plus, moi je trouve ça dégueulasse pour Mahershala Ali parce que c'était un acteur qui était vachement en vogue. Il venait de gagner un Oscar pour Green Book précédemment. Et je veux dire, vraiment, il y avait ce truc, ou alors, oui, c'était pour Green Book, je crois. Il avait gagné un Oscar, et tu dis, putain, c'est assez fou parce qu'il était en vogue de fou. Et là, il a été bloqué dans le projet Blade, sur lequel on sait même pas s'il était vraiment extrêmement présent. Il a été bloqué dans ce projet, ad vitam, à devoir bloquer son agenda. Au final, il a juste tourné dans Jurassic World, et puis c'est tout. Et voilà, quoi, c'est quand même, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est, oui, tous les ans, c'est décalé, enfin... Bref, voilà, c'est vraiment dégueulasse. Et effectivement, il y a le jeu Blade qui, du coup, est développé en parallèle. J'imagine que, du coup, maintenant, il sortira peut-être en même temps, on sait pas trop, par Arkane Studio. J'ai très hâte du jeu Blade, apparemment. D'après les leaks, apparemment, il est vraiment bien. Donc, vraiment, enfin, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Autour de Mahershala Ali. Apparemment, voilà, c'est toujours en train d'être développé. En vrai, la vérité, enfin... moi de ce que j'ai vu du coup pour compléter un petit peu ces déclarations là, c'est que en gros il a dit ouais alors on n'était pas chaud de juste faire un personnage de vampire qui met sa veste en cuir et puis qui va tabasser des gens. T'es en mode bah moi j'aurais voulu voir ça, ça aurait été très chouette. Ça aurait été vraiment chouette, hein, pourquoi pas finalement. Donc bon c'est voilà, j'avoue que c'est un peu dégueulasse ce qu'il y a eu autour de ce personnage là de Blade et autour du coup évidemment de Mahershala Ali. Donc voilà, en tout cas, il y a eu plein de scripts, il y a eu plein de trucs, enfin voilà. Pourquoi pas. Redonnez-le à Del Toro, au pire, bah... peut-être qu'à la fin, ça sera ça, hein, mais bon, je pense pas que Del Toro ait envie de ça, finalement, il est très bien dans sa niche. Donc voilà. Donc du coup, ça sera Jack Schreier, donc du coup, le réalisateur de Thunderbolts, qui va réaliser le film X-Men, et du coup, le film X-Men qui sortira après, hein, bien sûr. Et globalement, qui sera apparemment assez proche des comics, donc voilà... plus jeune, plus proche de l'esprit des comics, même si j'avoue que j'aime beaucoup la version de Bryan Singer, hein. Enfin, tout l'univers qu'il a créé avec First Class, également avec Days of Future Past, avec First Class du coup de Matthew Vaughn, hein, mais qu'il a ramené Singer. Je trouve quand même qu'il y a effectivement ce côté où allez autant tenter autre chose et pas essayer de singer ce qui a été fait avant, contrairement finalement au projet Deadpool x Wolverine quoi. En fait c'est un peu ça. Donc bon, en tout cas voilà, ils enterrent un petit peu l'ancien X-Men pour au final en créer un nouveau, pourquoi pas finalement. Discussion en cours justement entre Kevin Feige, Ryan Reynolds et Hugh Jackman sur l'avenir de Deadpool et Wolverine. Il y a bien eu des discussions, on est souvent en contact avec Ryan. Hugh va faire ça jusqu'à 90 ans évidemment, c'est la blague un petit peu qui est prononcée dans Deadpool et Wolverine. Donc voilà, c'est comme si tu disais ouais on n'est pas chaud de faire Superman avec un mec BG qui porte une cape et qui vole. Bah oui voilà.
Donc voilà, en tout cas ils sont encore en projet, j'imagine que voilà ils vont encore ramener Hugh Jackman, tout comme ils vont encore ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield parce que ça fait ramener du monde quoi, voilà, et ça me fait ramener moi hein, donc je vais pas me plaindre hein, mais voilà ça me fait me ramener moi où je suis en mode ah oui quand même je suis content de voir Tobey Maguire et puis voilà quoi. Donc voilà, Spider-Man Brand New Day, justement en parlant de Spider-Man, s'annonce comme une histoire street level, donc du coup terre à terre hein, globalement. J'aime pas le fait qu'il y ait des gens qui disent street level en français, enfin on a une expression pour ça s'appelle terre à terre, hein, voilà. En tout cas dans les rues, plus spécifiquement de New York, hein. Donc ça c'est cool, c'est vraiment chouette. Avec du coup John Bertal qui va revenir en tant que Punisher. Très bien, pourquoi pas. Il sortira du coup un petit peu avant Doomsday, donc en plus il y a moyen que voilà ça fasse un petit peu encore plus monter la sauce, à dire oui, regardez, là maintenant on fait des bons films, regardez on a eu les 4 Fantastiques c'était bien, on a eu Spider-Man Brand New Day c'était bien, allez voir la dernière daube des frères Russo, peut-être que ça va être bien. Voilà, encore une fois, ça n'essaye que de monter la sauce autour de ces films-là, hein, bien sûr. Sachant qu'encore une fois, moi je trouve en vrai le vrai problème, c'est qu'en plus c'est trop tôt hein, pour des nouveaux films comme ça, Avengers. On vient à peine de se remettre de tout ce qui est Endgame, etc. Ça va quoi. Même si ça fait déjà 6 ans, hein, bien sûr, mais putain. Mais voilà. Voilà, un film dans le terre-terre en tout cas. J'ai hâte quand même de revoir le Punisher. Moi j'ai pas vu la série Daredevil, apparemment elle est vraiment gaze. Enfin j'ai vu des trucs en mode apparemment, enfin il y a plein de gens qui l'adorent et il y a plein de gens qui trouvent qu'elle est trop entravée parce qu'en fait il y a eu une sorte de reboot progressivement de celle-là. Des nouvelles de Beyond the Spider-Verse sinon, c'est toujours en cours de production. Ça a été repoussé de quelques semaines juste pour... en plus Chris Miller l'a expliqué, il a dit bah c'est juste pour avoir une meilleure fenêtre au niveau de l'IMAX, c'est tout. C'est vraiment, ça a été repoussé à, je crois que c'était mi 2026, un truc du genre, mi 2027, je sais plus exactement. Si c'est 2027, pardon, c'est 2027. Donc c'est juin 2027, quelque chose du genre. J'espère qu'il n'y aura pas MJ et Ned. Non, ils sont encore castés et il y aura quand même Zendaya dans Brand New Day. Voilà. Et du coup, en parlant justement d'ailleurs des Beyond the Spider-Verse, pas de Miles Morales dans le MCU à court terme. Oui, la nouvelle série Daredevil, Born Again là qui est sortie récemment. Moi j'ai vu des avis vraiment divisés autour de cette série là en mode ah c'est bien, ah c'est nul, enfin voilà. Bon, encore une fois c'est du Marvel quoi, c'est à dire qu'il y a plein de gens qui trouvent ça gaze, il y a plein de gens qui trouvent ça vraiment cool, voilà. Et progressivement les gens qui trouvent ça vraiment cool disent que c'est gaze. Comme quoi, donc pas de Miles Morales dans le MCU à court terme. Pour revenir un petit peu à lui, Kevin Feige confirme que le projet est totalement au point mort, Marvel devait en rester à l'écart tant que Sony poursuit la saga Spider-Verse. C'est pas exactement ce qu'il a dit. C'est pas exactement ce qu'a dit, enfin c'est pas des questions de contrat ou des trucs du genre, c'est juste qu'en gros, apparemment il est allé voir Sony, il a dit est-ce qu'on peut utiliser Miles Morales et on leur a dit restez à l'écart le temps qu'on finisse notre trilogie, donc voilà. Ce qui ne m'étonne pas tant qu'à faire, hein, bien sûr, ce qui ne m'étonne pas, mais oui, au moins il confirme ça, au moins il confirme que pour l'instant on va attendre de finir la trilogie là qui a été entamée en animation, tant mieux, j'ai envie de dire, laisser le temps aux choses, et voilà. Pas noir dans MCU, mais voilà. En tout cas, j'imagine que ça sera introduit plus tard et qu'ils sont déjà en train de planifier l'introduction de Miles Morales dans l'MCU. De toute manière, c'est toujours des trucs, des questions également de contrat avec Sony, hein, parce que pour l'instant, Marvel ne détient pas Spider-Man. Ils aimeraient bien détenir Spider-Man totalement, dans le cas des exploitations en film et en long métrage au cinéma. Mais ils ne le détiennent pas du tout, hein, vraiment. Enfin, c'est que des contrats avec Sony. J'imagine que les jeux Spider-Man rentrent également en compte hein, dans ce genre d'équation. Mais globalement, c'est que des contrats avec Sony pour se dire comment est-ce qu'on gère ce personnage-là de Peter Parker et de Miles Morales. Et en fait, c'est tout le temps juste Sony qui prête le personnage à Marvel et à Disney, quoi. Donc voilà. Kevin Feige annonce avec Marvel on n'aurait jamais eu Spider-Verse, tout à fait. Donc quelque part Sony je sais qu'on les critique beaucoup parce qu'ils ont fait Morbius, ils ont fait Madame Web, etc., des merdes du genre, mais ils ont fait Spider-Verse hein, les gens, hein. Quand même Spider-Verse c'est un délire hein. Donc voilà. Kevin Feige annonce que des personnages comme Tony Stark ou Steve Rogers seront recastés un jour comme James Bond ou Superman. Avengers Secret Wars, c'est à conclure les arcs post-endgame et surtout à annoncer une nouvelle ère. Tout à fait, c'est tout à fait légitime, hein, bien sûr. Et c'est tout à fait normal. Je veux dire, voilà, j'imagine qu'il y aura un nouvel univers avec d'autres Tony Stark et d'autres Steve Rogers qui vont atterrir, hein, bien sûr. Donc voilà. Comme Peter Parker est le mentor de Miles et que Tom Holland a 12 ans, je les vois mal dans le MCU aussi. Aussi, tout à fait. Puis même, comment tu fais ce passage-là? Enfin, ça a pas de sens, quoi, bien sûr. Kevin Feige confirme que certains personnages introduits après Endgame reviendront. Le plaisir des comics, c'est que n'importe qui peut surgir n'importe où. Tout à fait, bon voilà, ça va être l'avalanche au caméo. Il va y avoir tout le monde globalement dans Doomsday et dans Secret Wars. Hein. Ça, voilà, attendez-vous à ça, évidemment.
Attendez-vous à ce que tout le monde revienne tout le temps, quoi. Enfin voilà, c'est juste ça. Là, ça prend comme exemple Moonlight et les Éternels qui en fait ont été un peu laissés de côté parce qu'on se disait ouais, où est-ce qu'ils vont revenir, etc. Mais c'est le cas de beaucoup de gens évidemment à côté, quoi. Je veux dire, j'imagine qu'ils vont revenir hein, parce que ça reste des acteurs assez bankable à chaque fois. J'imagine que ça va faire grimper le budget, bien sûr. Mais voilà. Je suis déjà si nostalgique si fatigué des nostalgiques flics qu'on va avoir en mode. Vous vous souvenez comment Iron Man 3 c'était super? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah bah justement, je vais en parler. Le casting des 4 Fantastiques a déjà tourné la moitié de ces scènes pour Avengers Doomsday. Le film est conçu pour être accessible sans devoir préalable et marque le début de la phase 6. Pour rappel, les frères Russo ont filmé une scène post-générique, ça se voit parce que la scène est vraiment basique au possible et ça ne change pas tellement de l'autre de ce qu'on a vu avant des 4 Fantastiques. Donc, mais du coup, oui, c'est vrai, tu l'abordes ici, Fantastic Madness, mais ils sont encore en train d'écrire le scénario pendant le tournage. Alors, c'est un truc qui se fait tout le temps, hein, d'ailleurs, dans l'industrie hollywoodienne. Hein, c'est pas un truc qui est vraiment exemplaire, on va dire. C'est pas un truc qui est une exception dans la production hollywoodienne. C'est-à-dire que tout le temps, ils font ça. Tout le temps, ils disent, bah en fait, là, on va continuer à écrire le script parce qu'en fait. Globalement ils font les trucs dans le désordre en fait, mais ça c'est un truc qui est classique hein, de la part de Marvel. C'est à dire que rappel hein, sur Endgame les costumes n'étaient pas terminés pendant qu'ils étaient en train de les tourner, donc en fait tous les costumes ont été faits pendant la post-prod parce que la pré-prod n'était pas tout à fait terminée et qu'ils ont quand même lancé la production pour pouvoir sortir le film à des horaires avantageuses. Donc c'est tout le temps ça avec Marvel et tout le temps c'est des trucs ultra casse-gueule où ils se disent bon bah on va voir si ça passe, on va voir si ça casse. Quelque part, moi j'aime bien ce côté, enfin, je pourrais l'aimer, ce côté très, très hasardeux, quelque part de la chose, et très, bah on sait pas trop où on va, on sait pas trop, et puis finalement on corrigera ça un peu, peut-être en post-prod, on corrigera ça un petit peu après. Bon alors le côté on verra ça en post-prod, évidemment, c'est généralement pas l'apanage des bons films, bien sûr, hein, je rejoins plein de gens qui disent ça, par rapport notamment, bah c'était George Lucas qui disait ça en mode, ah oui, on le corrigera en post-prod, tout ça. Et ça donne les films que ça a donné avec les préquels. Mais ouais, ce côté avancé un peu à tâtons, côté ouais, esprit un peu romérien. Je sais que j'avais fait un tweet là-dessus et que ça disait, mais tu sais, Keshish fait la même chose. Je suis en mode, oui, c'est vrai, Keshish fait la même chose. Le problème, c'est que là, on parle quand même d'une super production où, a priori, je vais dire juste, engager des bons scénaristes, engager des bons créatifs là-dessus, qui portent votre truc, même si ça prend un poil de temps. Vous vous y prenez bien à l'avance et ça ira, quoi. C'est. Enfin, encore une fois, la vision de James Gunn qui est à l'opposé de ça, qui dit clairement on ne commencera pas à produire un film tant que le script n'est pas terminé, et qui est quand même en plus dans une vision où il corrige des choses en post-prod. D'ailleurs, il corrige des choses, je trouve que c'est un peu désastreux. C'est-à-dire qu'il a corrigé l'aspect chapitré, de Superman, mais je trouve que en fait beaucoup repose là-dedans, donc c'est un petit peu dommage avec son Superman. Mais en tout cas, voilà, il corrige quand même des choses en post-prod, il corrige quand même des choses après. Je crois qu'il fait pas de reshoot, notamment. Donc voilà, il y a quand même ce truc où Kiarostami aussi, il part avec la moitié d'un scénario en tournage. Despo qui mentionne Roger Corman. Enfin voilà, il y a ce côté qui est intéressant, bien sûr. Là, on parle de films qui coûtent 300 millions. C'est quand même. Je suis désolé, c'est censé être des professionnels, j'ai envie de dire, hein, bien sûr. Donc bon, c'est voilà. Et je veux dire, l'aspect dans Endgame, typiquement l'anecdote autour d'Endgame où ça a dit, bah en fait, on a trouvé la réplique finale de Iron Man dans la salle de montage et c'est le monteur qui l'a trouvé. C'est intéressant, c'est marrant, c'est rigolo à chaque fois. À chaque fois, c'est rigolo. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est pas professionnel, quoi, c'est pas pro. C'est ça le truc, en fait, moi, qui me dérange, c'est que c'est pas professionnel, tout ça. C'est que tourner des scènes dans le désordre, tourner des scènes vraiment sans avoir totalement le script, pourquoi pas, mais vraiment continuer à écrire le script, continuer à engager des gens pour écrire le script de Doomsday alors que c'est en cours de tournage et qu'on sait pas trop de quoi sera fait demain, ne serait-ce que pour les acteurs, moi je trouve ça désastreux. Comment tu veux te mettre dans une énergie sachant que tu sais même pas où est ton arc de personnage, que tu vas devoir un petit peu reconstruire le film progressivement dans ta tête, sachant que en plus voilà, les scènes sont tout le temps tournées dans le désordre a priori. Comment tu fais ça, quoi? Puis le crunch permanent qu'implique ce genre de pratique amateur, c'est dur. Bah oui, bien sûr. Enfin, moi, je trouve que, évidemment, le côté où les productions... Enfin, ce qui va toujours un petit peu en cul de camion, ce qui est toujours un petit peu au cul du camion là-dedans, c'est les VFX. C'est-à-dire que les VFX, là-dessus, sont toujours sacrifiés. Et toujours se dire que là, typiquement, Avengers Doomsday, il sort d'ici un an, quasiment. Un an de VFX pour un film aussi ambitieux, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner, clairement. On surestime largement le professionnel n'est pas si professionnel que ça, tout à fait, bien sûr, évidemment, mais bon, c'est quand même censé être des
des artisans qui ont de la bouteille. C'est ça le truc. Mais moi, ce que je vois, c'est que, en fait, là où ça presse la chose, c'est sur les VFX, où bah eux, ils ont pas de famille, eux, on s'en fout, eux, on peut les engager à la pelle, et puis voilà, quoi. Il me semblait que c'était commun chez Marvel que les acteurs n'ont jamais le scénario en entier. Ouais, mais au moins avoir ton arc de personnage, c'est quand même le cœur de la chose. C'est de savoir où ton personnage va pour pouvoir influencer sur les émotions. Et voilà. Et moi, je sais que je vois là des choses où ça essaye, encore une fois, d'encore plus cruncher au niveau des VFX. J'imagine qu'en plus, il y aura de l'IA un peu entremêlé à l'intérieur pour pouvoir pallier par moment. Peut-être même qu'on le découvrira plus tard, finalement, par certaines choses. Et encore une fois, à chaque fois, les VFX, en fait, le problème des VFX, c'est pourquoi ça se fait presser comme des citrons à chaque fois, c'est que, en fait, comme c'est délocalisé, que c'est dans plein de pays, peut pas y avoir typiquement des grèves de VFX, parce qu'en fait, c'est dans plein de pays qui se débrouillent et qui font des enchères au plus bas pour savoir et pour se dire au moins on a notre nom à la fin d'un film Marvel, vous rendez-vous compte, c'est absolument incroyable. Alors que c'est à chaque fois des petites mains en Inde, en Chine ou je ne sais où qui vont prêter main forte. Donc c'est vraiment absolument horrible, quoi. Le destin de ces gens au VFX, tout ça parce que ils lancent un film alors qu'ils n'ont pas fini la pré-prod. C'est quand même un délire, quoi. C'est quand même un délire. Au bordel, j'ai vu un plan généré par IA pour la première fois dans un film, quel enfer. Ah ouais? Putain, quel enfer. Mais oui, en tout cas, oui, du coup, Kevin Feige qui a rendu visite à la team VFX de The Creator pour cet aspect. Encore une fois, il tire les mauvaises leçons d'Hollywood. J'ai vu un post de quelqu'un, je sais plus, je crois que c'était Randall Park qui disait ça, qui disait que Hollywood tire toujours les mauvaises leçons des succès en salle. Genre, ils voient Barbie et ils se disent oh trop bien, il faut faire des films sur des jouets. Non, il faut laisser des réalisatrices faire des films à gros budget. C'est juste ça qu'il faut savoir. Et là, typiquement, ils tirent la mauvaise leçon de The Creator. Ils se disent oh trop bien, les VFX sont géniaux. Alors que la vérité, c'est de dire bah en fait, il faudrait laisser des créatifs qui ont fait leurs preuves avant gérer des budgets un peu modestes et ils peuvent bien gérer ça pour peu qu'ils aient cette vision de créatif là-dessus, quoi. Le film c'est Gunslinger si vous voulez vous l'infliger. Perso, ma passion pour Nicolas Cage, tu ne connais aucune limite. Enfin c'est vrai, dis donc. Le Big Garrett c'est un expert en VFX, bah oui, et en plus qu'il a cette vision de savoir où ça va, quoi. De savoir où ça va et de se dire, tout comme George Miller. George Miller, il sait exactement où vont ses VFX et donc il n'y a pas de crunch, il n'y a pas de problème avec ses aspects VFX. Donc voilà, il a cette vision-là de se dire, bah oui, je sais exactement où seront mes VFX, tout comme plein de gens, où en soi, il n'y a même pas besoin d'être un expert en VFX, il y a juste besoin d'avoir sa vision et de se dire, ok, j'ai ma vision qui est très propre. James Gunn, typiquement, aucun VFX n'est acheté, hein. Vraiment, aucun VFX n'est acheté. Il y a des visions en termes de direction artistique où vous pouvez vous dire, ouais, c'est pas terrible. Mais là, typiquement, dans la saga, dans les 4 Fantastiques, il y a plein de VFX achetés, hein. Vraiment, il y a plein de VFX où c'est dégueulasse. Vraiment. Il y a plein d'effets qui sont bien faits, hein, bien sûr, parce que c'est prévu en amont, tout ça. Mais j'imagine que le bébé, il était pas trop prévu au début dans le scénario. Et ça se voit, parce qu'il est vraiment dégueulasse. Vraiment. Vraiment. Kevin Feige évoque un possible projet Young Avengers, tout dépend de l'histoire et de l'alchimie. Il loue également Iman Vellani, l'un des meilleurs castings qu'on ait jamais fait, tout à fait, c'est une des meilleures actrices pour l'instant des Marvel, c'est vraiment, enfin moi son Miss Marvel, c'était le truc qui m'avait porté, c'était de cette actrice là que je trouvais vraiment super chouette, vraiment super cool à voir à chaque fois, donc vraiment pourquoi pas, et effectivement bah voilà, il y a toujours des projets qui sont un peu en cours de route, etc. Enfin voilà, pourquoi pas. La saga du multivers a ses succès et ses échecs, mais représente le monde. Kevin Feige rappelle que les personnages représentant la diversité réelle représentent la diversité réelle, malgré les critiques woke. Tout à fait. Mais c'est pas le cœur du film. Oui, alors j'ai pas vu The Marvels par contre. Voilà, j'en ai eu rien à foutre. Mais sa série Miss Marvel était plutôt pas mal, c'était cool. Donc voilà. C'est le même niveau que les bébés dans le Flash. Oui. Mais voilà, elle porte vraiment bien le rôle. En plus, elle est passionnée, elle adore l'univers Marvel, tout ça, et ça se sent. Enfin, vraiment, ça sent qu'elle s'amuse sur le tournage et que c'est pas une corvée. Je sais que parfois, pareil, sur les 4 Fantastiques, je trouve que les personnages ne sont jamais vraiment habités. Notamment Joseph Quinn. Je trouve que Joseph Quinn n'est jamais habité. Je trouve que Joseph Quinn est absolument horrible, quoi. Mais c'est pas le cœur du film. Non, je parlais du bébé, pardon pour le timing. Ah oui, pardon. Oui, bah. Le problème, c'est quand même que c'est le cœur du film là. Enfin, c'est un petit peu c'est en partie le cœur du film là des 4 Fantastiques. Et tu te dis, mais si le cœur du film il a été décidé tardivement, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Mais oui, enfin moi, pour encore un peu critiquer les 4 Fantastiques, je trouve que Joseph Quinn, il en a rien à foutre. Vraiment, je ne comprends pas. Vanessa Kirby et Pedro Pascal, ils sont un peu en pilote automatique, mais ça fonctionne bien. Mais Joseph Quinn, il est en pilote automatique, je ne comprends pas. Enfin.
Acteurs de série de toute façon, hein, les gens, les acteurs de série généralement, enfin, il n'y a que James Gunn qui s'est vraiment bien débusqué des acteurs de série qui ont très envie d'aller au cinéma, mais voilà quoi. Je préfère voir Eddington pour les Pedro Pascal Summer. Bah, pour le coup, il joue mieux, hein. Il joue vraiment mieux. Mais voilà, mais en tout cas, c'est cool de voir que Kevin Feige balaye un peu d'un revers de la main toutes les critiques de wokisme, etc. C'est plutôt sympa. D'autant plus que voilà, la saga Marvel a pas trop changé entre temps. Hein. Je veux dire, il y a quand même eu des Black Panther qui ont des succès, qui fonctionnent bien. Donc voilà, il y a quand même ce truc où a priori il n'y a pas de souci de wokisme dans le woke doesn't mean broke. Go woke doesn't mean go broke. Voilà. Et il y a quand même eu des sacrés succès, même s'il y a eu des échecs. En vrai, le gros échec, là, ça a été Miss Marvel, qui s'est pas trop rentabilisé, tout ça, malgré le fait que Captain Marvel était un gros succès. Mais c'est aussi une question de timing à chaque fois, c'est aussi une question de quand est-ce que ça sort, tout ça. Et voilà quoi, c'est un peu ça le problème. La prochaine phase du MCU mise sur moins de films de meilleure qualité avec 1 à 3 sorties par an et moins de liens entre films et séries. Post-Endgame, Marvel a produit trop de contenu créant parfois un effet devoir à faire. Oui, enfin ils s'en rendent compte, enfin ça fait des mois que Kevin Feige s'en rend compte un petit peu et qui dit ah attention on va un petit peu changer. Enfin voilà. Mais globalement bah oui bon bah il a raison hein, ça évidemment. Après moins de films de meilleure qualité, je sais que les sorties Marvel hein, de manière générale, j'ai l'impression quand même que si je regarde Marvel Cinematic Universe, ils ont jamais dépassé ce truc de 3 films par an. Donc c'est ça qui m'intrigue un petit peu, c'est que je me dis mais en fait tu dis qu'il y aura maximum 3 films par an, mais finalement enfin bon, je regarde un petit peu, là il y avait 3 films, là il y avait 4 films, non oui il y avait 4 films, là il y avait 3 films, là il y avait un film, en 2024 il y avait qu'un seul film, ouais 2022 c'est vraiment l'année où il y a eu No Way Home. Ah non, même pas, il y avait que 3 films, en fait. Non, c'est 2021 où il y avait eu 4 films, après la phase 4, pardon. Mais sinon, ouais, il y a eu que 4 films. Il y a eu juste un moment où il y a eu 4 films, mais sinon, c'est que 3 films tout le temps. Hein. Je veux dire, là, cette année, il y a eu 3 films Marvel. Et l'année prochaine, il y aura 2 films Marvel. Du coup, Kevin Feige qui dit, ouais, on mise sur moins de films de meilleure qualité avec 1 à 3 sorties par an, tout ça, mais en fait, je crois qu'ils ont jamais vraiment sorti 3 films par an, quoi. Enfin, plus de 3 films par an. C'est-à-dire que même au pic du MCU, ça sortait quoi 3 films max, quoi. C'est jamais allé plus loin que ça. Même le début, ça a été assez sage. Donc globalement, il y a vraiment que 2024 quasiment où ils ont sorti un seul film dans l'année. Putain, Dieu merci. Mais sinon, ouais, ça s'est vraiment jamais trop éparpillé là-dessus, quoi. Donc c'est pour ça que moi je comprends pas trop cette remarque-là, parce que c'est toujours ça, quoi. C'est toujours 3 films par an max. Donc c'est vraiment ça n'a aucun sens quoi. Et effectivement oui. Par contre les séries ça a vraiment maxé. Alors je sais pas exactement combien il y en avait en tout, mais les séries par moment putain. Bah, notamment voilà c'était 2021 parce que ça venait de lancer Disney+. Donc ils se disaient putain il faut vraiment qu'on mette à balle de séries. Et en plus ils sortaient plein de films autour de ça. Et donc là-dessus c'était vraiment dégueulasse. Et donc ouais effectivement c'était chaud quoi. 3 films par an c'est énorme. Bah oui 3 films par an c'est vraiment énorme. Donc c'est pour ça que oui effectivement c'est surtout les séries en vrai qui ont fait cet effet de trop plein immense. Et surtout je me souviens c'était la promo autour de Doctor Strange 2. De dire bah en fait faut regarder WandaVision. Et en même temps faut regarder Doctor Strange 1 évidemment. Mais en même temps faut regarder aussi Endgame pour comprendre ce qui s'est passé. Et en même temps faut aussi regarder. Alors pour regarder WandaVision faut regarder Avengers 2. Et il faut regarder aussi Civil War. Que des trucs comme ça. Enfin voilà. Que des trucs comme ça qui sont vraiment dégueulasses. Ensuite du coup avant les problèmes avec Jonathan Majors, Marvel préparait déjà le pivot vers Doctor Doom comme grand vilain. Il n'y a qu'un seul personnage qui pouvait avoir ce rôle, le Thanos de la saga, et grâce à l'acquisition de la Fox on a enfin Doctor Doom. Mais oui, c'est pas comme si t'avais annoncé en grande pompe que la suite du MCU ça serait The Kang Dynasty. C'est vraiment, enfin ça c'est vraiment le faux cul du type, hein, le faux cul du type de dire ça alors que la base de la suite, à la base Doomsday, c'est censé être The Kang Dynasty. Hein. C'est une folie de dire ça. Je veux dire, alors que The Kang Dynasty, je veux dire, il l'a annoncé quand? Il l'a annoncé, je crois, en 2019. Hein. Donc ça, c'est 2023. Il est resté quand même sur ça jusqu'en 2023. Hein. Vraiment, jusqu'en 2023, il a continué à annoncer que ça serait The Kang Dynasty la suite. Alors qu'en 2023, l'acquisition de la Fox par Disney était vraiment déjà très bien entamée. Donc vraiment, quel menteur. Ça vraiment, je ne comprends pas comment ça peut passer cette merde-là. Parce que, alors je veux dire, évidemment, il y a eu un virage parce que bah, déjà, il y a eu les accusations autour du Jonathan Majors. Mais surtout,
la vérité, je pense pas qu'il y ait eu que les accusations autour de Jonathan Majors. Je pense que c'est surtout aussi le fait que c'était quand même vachement de la merde et qu'ils ont vu que c'était pas non plus le méchant le plus charismatique du monde et qu'en plus ça s'entremêlait avec les séries, les films, tout ça. Voilà, je pense quand même qu'il y a cet aspect-là qui a vraiment été très regrettable autour de ce personnage-là de Kang et que bah là je sais pas comment ils vont faire. Alors en plus moi ce que je regrette le plus c'est quand même que je sais pas ce qu'ils vont faire de Kang alors que c'est le personnage le plus facile à recaster de partout. Enfin c'est vraiment une dinguerie. C'est littéralement un personnage qui ne fait que changer. Donc vraiment enfin je comprends pas. J'ai pas vu la saison 2 de Loki, apparemment il est nul donc voilà. Voilà, le méchant était pas très bien parti déjà de base. Et voilà quoi, je veux dire, rien à foutre quoi. Rien à foutre, j'ai envie de dire. Donc voilà. La source d'info principale de PAF, le QG des super, il le lit pas. Il le lit plus que les cahiers du cinéma. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Kevin Feige défend la méthode Marvel du plussing, une amélioration continue pendant la production. Bah justement, on en parlait tout à l'heure. Sur le côté où en fait le script était pas tout à fait terminé quand ils ont commencé à tourner Doomsday. donc voilà. Nous n'avons jamais lancé un film sans script complet. Oui. Et je n'ai jamais été satisfait d'un script qu'on avait fait, comme je n'ai jamais pleinement été satisfait d'un film qui sortait. Ça, c'est déjà autre chose. Hein. Ça, c'est déjà autre chose. De dire, en fait, j'ai jamais été pleinement satisfait d'un film et je trouve toujours qu'il y a des choses à revoir. Et c'est un univers qui est constamment en évolution, tout ça. Ça, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un truc, c'est classique, hein, même dans des carrières de cinéastes, tout ça, de se dire en fait, le film précédent, vous savez, c'est cette citation de François Truffaut qui dit chaque film répond au film précédent et chaque film répond du coup à la production du film précédent, etc. Pourquoi pas? Mais là, je veux dire, ils ont recruté encore un autre scénariste sur Doomsday, et voilà quoi. Avengers Doomsday subit également du plussing. Kevin Feige affirme que le script continue d'évoluer pendant la production. Il y a du plussing chaque jour sur le plateau en ce moment et c'est incroyable à voir. Le créateur de Loki, du coup, Michael Waldron, travaille désormais sur le film. Alors, à noter que putain, CV de dingue, hein, Michael Waldron. Je veux dire, j'ai vraiment confiance en lui, sachant ses scénarios. C'est-à-dire que le mec, il a quand même scénarisé un épisode de Rick et Morty, 13 épisodes de Community, et 2 épisodes de Loki. Super. Je suis censé le croire, je suis censé être d'aplomb de voir qu'il y a ça qui existe, quoi. De voir que ce personnage-là va vraiment sauver le MCU parce qu'il a scénarisé 2 épisodes de Loki et Multiverse of Madness. Qu'à la base, d'ailleurs, j'avais lu ça, c'est qu'à la base, il était censé écrire pour The Kang Dynasty. Quand même, voilà, jusqu'en novembre 2023, hein, c'était The Kang Dynasty. Hein. Il était censé écrire pour The Kang Dynasty et finalement, il a été remplacé parce que le film a changé. Le film il a changé et en fait, je crois que c'est Stephen McFeely qui était de base un des scénaristes prioritaires des frères Russo, donc j'imagine que c'est eux qui l'ont ramené, tout ça, ça ok. Mais il y a quand même ce truc où moi ce que je vois c'est que j'ai l'impression, enfin c'est le bordel quoi, vraiment. Pourquoi ils vont souvent choper des scénaristes de séries de comédie? Bah parce que en fait le rythme des séries généralement c'est ultra optimal pour scénariser des trucs qui sont vraiment ultra cadencés dans le rythme de production quoi. C'est-à-dire que le rythme de production des séries correspond particulièrement bien au rythme de production des films du MCU. Donc c'est pour ça qu'ils vont toujours engager des gens qui viennent à la base de la série. Et là particulièrement d'ailleurs de Community. Community à la base, certains des créateurs derrière, c'est déjà, comment il s'appelle, un des gars derrière Rick et Morty dont j'ai oublié le nom. Mais c'est aussi parmi les réalisateurs qui ont été vachement présents. Voilà, Dan Harmon, qui après a réalisé Rick et Morty, tout ça, avec Justin Roiland. Et c'est vrai que à la base, parmi les réalisateurs qui étaient présents, c'était notamment les frères Russo. Les frères Russo, à la base, ils ont scénarisé et écrit des épisodes de Community. Je veux dire, voilà, tu regardes un petit peu la liste des épisodes, j'imagine que c'est là. Et t'as, voilà, parmi le premier épisode, c'est les frères Russo. Donc c'est pour ça, c'est vraiment des gens qui... et c'est des gens, en plus, comme c'est des frères, ils se relayent un petit peu sur les choses. C'est vraiment ultra pratique. Et c'est des gens, à chaque fois, c'est ultra facile, en fait, de les engager et de dire, bah voilà, tu vas venir là-dedans, quoi. Puis le MCU se rapproche désormais limite plus d'une série que de films dans la pratique du travail. Bah oui, bien sûr. C'est ça, c'est dans la pratique de la production. Là, la vérité, c'est qu'ils ont engagé des gens qui savent s'adapter, en fait. Parce que la série, c'est constamment savoir s'adapter. Je sais qu'il y avait une vidéo qui était très intéressante d'ailleurs là-dessus, du réalisateur de Shazam qui revenait, Shazam Director, je sais plus si je vais la retrouver, mais en fait il avait fait une sorte de vidéo essai sur la chose, voilà, The Problem Solving of Filmmaking, sur le côté où en fait à chaque fois qu'il fait un film, et quand il est censé, et quand en fait
il se bat à chaque fois avec des conditions de production qui sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est à chaque fois extrêmement chaotique et en fait tel acteur ne peut pas être dispo pour telle chose, tel acteur ne peut pas être présent, etc. Et donc globalement, comment on fait quelque chose là-dessus, comment on résout les problèmes là-dessus, c'est que en fait bah ça en fait tu fais que résoudre des problèmes à droite à gauche. Et donc c'est pour ça il s'attaque un petit peu d'ailleurs au côté très cinéma scenes de la chose, dans le truc où en fait tu penses constamment à comment tu vas résoudre tel problème et en fait tel autre problème va apparaître sans que tu t'en rendes compte. Et globalement vous savez c'est un peu comme les programmeurs qui en fait ils résolvent un code et en fait ça crée un autre ils résolvent un bug dans leur code et en fait ça crée un autre bug à un autre endroit. Mais en fait il y a constamment plein de trucs à penser dans ce genre de production là parce que c'est toujours vraiment extrêmement cadencé très rapidement et donc ça fait que à chaque fois c'est constamment le bordel. Et donc il explique ça, il explique typiquement que là le problème qu'il avait c'était de se dire ah comment je fais léviter légèrement Shazam, donc je fais ça, etc. Et en fait j'oublie que là il y a une partie de l'équipe technique qui est présente et qui en fait ne branle rien. Donc comment on règle ça? On peut pas tout régler comme ça, donc en fait on leur rajoute des petits sacs pour faire semblant que ça soit des personnes qui soient en train de faire leurs courses. Mais ça fait bizarre parce que quand tu fais pause et que tu t'attardes un petit peu sur ce détail là, tu dis oh c'est bizarre, il y a quand même un truc où c'est le bordel et en fait eux ils sont comme ça, comme si de rien n'était. Donc en fait c'est constamment ça, les effets spéciaux, c'est constamment ça la culture des VFX autour autour de la production de Marvel, mais aussi des films d'ici évidemment et des blockbusters modernes. C'est constamment penser à ça. Et typiquement il prend cet exemple là où en fait il y avait un moment où en fait il y avait des personnages qui sont sur le porche d'une maison et en fait il y avait une actrice qui était pas présente. Donc comment on explique ça? C'est qu'en fait on dit bah en fait elle était en train de faire ses lacets et en fait elle reviendra dans la scène d'après parce que là on a eu le truc. Et en fait il y a eu des gens qui ont pu analyser ce genre de scène là en disant bah en fait c'est quelque part quelque chose d'assez pertinent pour l'arc du personnage parce que après même si le personnage est plus lent que les autres, après il deviendra le plus rapide de tout le groupe. Et donc c'est pour ça que en fait finalement c'est très malin ce qui s'est passé là, sauf que c'était pas du tout pensé comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de petits problèmes et plein de piles de problèmes qui s'accumulent à droite à gauche tout le temps et où ils choisissent à chaque fois de savoir comment ça se fait, comment ils peuvent régler tel problème, etc. Enfin c'est que des trucs comme ça où c'est trop bizarre et où je trouve la vidéo elle est vraiment très pertinente, elle est assez courte là-dessus. Et ouais, artistiquement c'est très compliqué, c'est pour ça que la pratique de Marvel de constamment changer du tout au tout le scénario, ils peuvent le faire parce qu'ils dépensent des millions là-dedans et que c'est les maîtres du jeu quoi. Mais c'est pour ça particulièrement qu'ils ne font que engager des personnes qui viennent des séries. C'est parce que finalement il y a une accointance et une conjoncture des choses qui est vraiment parfaite quoi. Le plussing du coup c'est cette pratique en fait de constamment écrire le scénario pendant qu'il est en train d'être fait quoi. Donc voilà, je trouve que les scènes de combat dans les Marvel est pas ouf du tout, pourtant ils mettent un budget dans un, bien sûr, mais parce que les combats ça demande pour le coup de la pré-production. C'est pour ça que les scènes de Marvel, c'est pour ça que les scènes de combat dans les Marvel sont très mauvaises, c'est parce que les combats ça demande vraiment de la pré-production, de la préparation. C'est pas un truc que tu peux improviser. Les scènes de dialogue et les dialogues et changer un dialogue pendant le tournage, etc., pendant la production, c'est possible, bien sûr. Mais changer une chorégraphie, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est très... Enfin, généralement, ils essayent quand même de le prévoir en pré-production. Et ils se disent, ok, bon, ce combat-là, on sait qu'on va y aller, on sait qu'il sera là-dedans. Donc on va bien le produire. Et typiquement, il y a un combat qui est absolument magnifique. C'est le combat dans Shang-Chi, qui est très beau. Mais je pense que ce combat-là, dans toutes les versions du scénario, il y était. Et je veux dire, c'est pareil pour... je sais que ça mentionne Captain America, Thor et Iron Man contre Thanos. Mais ça, c'est un truc où ça n'a pas changé durant le combat. Il y a peut-être quelques aspects qui ont été rajoutés. Et encore, comme c'est une créature en image de synthèse, tu peux juger. T'as beaucoup moins de risques par rapport à ça. Mais il y a quand même ce truc où effectivement, je pense que ça n'a pas bougé par rapport à plein de versions du scénario. Donc c'est normal. Les corrections sont en fait bien avant que le film soit tourné, avec des teams de prévis qui sont spécialisés dans les... bien sûr, et avec des chorégraphes de combat qui sont spécialisés là-dedans, qui pareil viennent parfois des films hongkongais, où pareil c'est des trucs où ça improvise beaucoup. Donc voilà, c'est quand même ce truc où à chaque fois c'est écrit à l'avance, mais les arcs de personnages, ça par contre c'est des trucs où c'est changé à chaque fois du tout au tout, selon les besoins du scénario quoi. Donc c'est vraiment dégueulasse quoi.
Sur les scènes post-génériques de la saga du multivers, Figgy déclare: il s'agit de trouver le bon moment. Certaines scènes ne reviendront peut-être jamais, d'autres peut-être bientôt. Certaines, comme Tim Blake Nelson, qui du coup joue le leader dans Captain America 4. Putain, ça vraiment c'est ma culture de nerd. C'est que moi le pire, hein, c'est que j'aime pas le MCU. Je trouve que c'est un projet cinématographiquement dégueulasse, mais je suis très attentif à ça, hein, justement. C'est quand même, connais ton ennemi plus que tu ne connais tes alliés. C'est quand même la base de tout. Et du coup ensuite, il aura fallu 17 ans entre deux apparitions. Qui sait? Bon ben, voilà, ça c'est le truc de dire attention, suivez quand même ce qui se passe. Ha 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 ha. Donc voilà. Fin du trade, merci d'avoir suivi. Mais voilà, en tout cas. Bon, il essaye un petit peu de rassurer comme il peut certains moments, mais voilà, clairement c'est pas non plus, c'est pas non plus propre quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc bon, en tout cas, ça reste assez regrettable par moment ces déclarations, mais bon, il essaye un petit peu de se rassurer sur certains endroits, il essaye un petit peu d'établir certains trucs, un petit peu hype quand même pour le Spider-Man parce que ça reste un Spider-Man, un petit peu hype pour certains trucs. Mais c'est tout quoi, et ça reste des productions Marvel, et ça reste des productions Marvel bien estampillées comme je l'ai vu avec du coup ce fameux 4 Fantastiques. Mais quand même, les 4 Fantastiques c'était finalement un film qui était pas terrible, mais c'était un bon petit plat de résistance face au vrai film qui était finalement avant ces 4 Fantastiques, et qu'il y a du coup la bande-annonce pour info au cinéma actuellement, exclusivement au cinéma pendant une petite semaine, de Avatar 3 qui... n'en point douter, sera quand même le gros événement de cette fin d'année, hein, bien sûr. Alors, affiche dégueulasse. Je la trouve vraiment dégueulasse. Je trouve qu'il y a un côté... En fait, je trouve que c'est dans la lumière et dans la gestion de la lumière, particulièrement au niveau de cet œil qui, en fait, est un peu trop lumineux. C'est un peu ça qui est le problème. Pour moi, il n'y a que l'œil qui pose un petit peu souci, en fait, où il est trop... On dirait qu'il émane de la lumière. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, et c'est ce qui rend le truc un petit peu dégueulasse quelque part. Mais voilà, c'est pour ça, on dirait moi j'ai comparé ça aux cartes graphiques. Vous savez, les cartes graphiques de 2005, un truc du genre. Vous achetez une carte graphique de 2005, il y a putain, voilà. Finalement, on n'est pas si loin que ça. Et il y a, voilà, il y a un côté Sharingan aussi. Et voilà, on dirait beaucoup de choses. On dirait des cartes graphiques de l'époque où c'était un peu dégueulasse. Et regardez, ça vendait quand même qu'il y avait 256 mégas dans cette carte graphique. C'est fou. Mais voilà, ils ont voulu évoquer celle du 2. Plus que celle du 2, c'est qu'il y a une filiation par rapport à l'affiche du 1 où Avatar 1 affiche. Où, vous savez, comme d'habitude, de toute manière, ça sera pas l'affiche définitive, mais l'affiche teaser, c'était celle-ci, qui était très belle, qui a été générationnelle, hein, bien sûr. Mais l'affiche définitive, pareil pour celle du 2, hein, l'affiche du 2 teaser, où c'était sous l'eau, qui était très belle, hein, bien sûr, où ça vendait vraiment du rêve. Mais l'affiche définitive, ça restait celle-ci, parce qu'il faut pas déconner, il faut quand même mettre des têtes qui sont dans le ciel, hein, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, du coup, cette affiche-là est très moche. Mais la bande-annonce, les gens. Enfin, moi je vous avoue, voilà, je suis un très grand fan d'Avatar, j'aime beaucoup la saga Avatar, je trouve que c'est vraiment une super saga. Et il y a quand même ce truc où, à chaque fois, j'attends la suite, quoi. J'attends la suite parce que je me dis, mais en fait, Avatar, ça surprend tout le temps. C'est tout le temps absolument magnifique, c'est tout le temps, c'est tout le temps le haut du panier quand même des blockbusters. Avatar 2 n'a pas vieilli, Avatar 1 n'a pas vieilli, bon, Avatar 2 n'a pas vieilli, heureusement, j'ai envie de dire, mais Avatar 2 a été une claque, et je trouve que aucun film pour l'instant au niveau des VFX n'a fait aussi mieux que Avatar 2. Si ce n'est, je sais pas, peut-être Neil Blomkamp, il joue très bien sur les VFX, mais ça fait longtemps qu'il a pas fait de film. Et sinon, c'est des films qui sont absolument prodigieux au niveau des images. Et là, du coup, les images que j'ai vues du coup de la bande-annonce d'Avatar 3, je vais essayer de la raconter un petit peu. Alors, au niveau de ce qui se passe et au niveau de ce que je tire de l'intrigue, ça a l'air quand même de beaucoup se passer dans la suite direct du 2, c'est-à-dire que contrairement au deuxième opus qui en fait se passe quelques années après, etc., et qu'il y a quand même ce côté où ah oui, c'est vrai qu'il a fait Grand Tourisme. Bref, pardon, j'avais oublié. Mais oui, bon, à part les films de Tacheron, quand il fait ses propres trucs, ça va, quoi. Et il y a quand même ce truc où, effectivement, le 2, le reproche qu'on pouvait faire, c'était que globalement, c'était le 1 sous l'eau. Ce que j'entends à peu près parfois dans certaines critiques qu'il peut y avoir autour de ce Avatar 2. Moi, ma théorie, c'est que en fait, à la base, bon, déjà, il y a ce côté où il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, mais surtout, il y a eu cet aspect, c'est que, en fait, il voulait globalement, je pense, faire le 1 en partie sous l'eau, mais que maîtriser l'eau dans les VFX, c'est très compliqué.
Et donc globalement, je sais que la critique qu'il y avait autour de cet opus-là, c'est qu'il voulait trop faire exactement la même chose. Je comprends à peu près. Mais je trouvais l'écriture du 2 tellement mauvaise, les dialogues et les personnages, c'est tellement boomer bateau à la James Cameron. Pour moi, c'est une démo technique. Bah oui, mais ça reste une très belle démo technique. Enfin, je sais que le problème que j'ai avec Avatar 2, c'est quand même que c'est ce côté où ça s'inscrit beaucoup trop dans une saga et que ça s'inscrit beaucoup trop comme le début d'une grande saga. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'arcs de personnages qui sont absolument pas terminés. Et justement, ce que j'adore dans cette bande-annonce d'Avatar 3, c'est que j'ai l'impression que ça suit vraiment le prolongement autant en termes de scénario qu'en termes de thématique. C'est-à-dire que ce qu'on a vu notamment avec cette fin assez choquante de cette perte d'un être cher dans Avatar 2, c'est que ça va changer radicalement le personnage de Neytiri. Et là, effectivement, c'est exactement ce qui se passe dans ce Avatar 3. C'est-à-dire que le personnage de Neytiri va totalement embrasser cette haine qui est en elle, ce que j'aime particulièrement. C'est-à-dire que vraiment, moi je trouve que entrer dans cet arc de personnage là, où en fait il y aura quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus dur en fait dans la chose, finalement peut-être que ça sera l'opus le plus intéressant scénaristiquement, et en tout cas en termes d'évolution de personnage, puisqu'il y aura ce côté où effectivement, est-ce qu'on peut tous être alliés face à un grand mal? Visiblement non, puisque en fait, même entre les tribus dans Avatar, il y a quand même des problèmes, ce qui quand même du coup, à chaque fois, vous savez, c'est une métaphore hein, quand même de la chose, et il y a quand même cet aspect où effectivement, même s'il y a un grand mal qui arrive, parallèle avec les 4 fantastiques quelque part, même s'il y a un grand mal qui arrive, qui est cette confrontation avec l'écologie, cette confrontation avec la fin du monde quelque part qui arrive, cette confrontation avec le fascisme montant qui presque est une menace alien, hein, j'ai envie de dire. Mais si demain il y avait un alien qui arrivait et qui disait on va rentrer en guerre contre vous, est-ce que l'humanité serait unie et seule contre tous? Visiblement non, c'est un peu la thèse qu'avancerait James Cameron du coup vu les images de ce Avatar 3, c'est quand même qu'il y a ce côté où il y a quelque chose d'absolument enfin c'est un opus sur la haine, et quelque part c'est ce que j'apprécie beaucoup. Je sais que j'avais beaucoup apprécié notamment The Last of Us 2, parce que c'était une suite qui était en prolongement de The Last of Us 1, et où The Last of Us 1 racontait l'amour, là où Avatar 2 racontait une histoire d'amour, fraternel, de famille, racontait une histoire vraiment où on est imbriqué dans cet univers-là, quelque part presque il n'y a pas besoin du premier opus pour être dans Avatar 2, et où en fait quelque part la haine, j'ai l'impression, va venir de ce Avatar 3, et où c'est un thème qui va être extrêmement récurrent, j'ai l'impression, dans cet opus là, du peu que j'ai vu. Évidemment voilà, les images sont absolument impressionnantes, mais je suis très attaché quand même au thème que veut apporter James Cameron qui a toujours dit en interview que en fait lui ce qu'il détestait, c'était de montrer et notamment autour de la promotion d'Avatar 2, c'était de dire attention, moi je déteste les œuvres qui montrent ce que le monde pourrait être, donc tout ce qui est uchronie, etc. Je préfère montrer ce que le monde devrait être et des aspérités vers lesquelles on devrait aller. J'ai pas envie de montrer des dystopies, j'ai envie de montrer vraiment des sortes d'uchronies utopiques de ce que pourrait être notre monde, et c'était ce qui était vraiment le cœur de Avatar 2. Et là j'ai l'impression quand même que Avatar 3 va un petit peu prendre le penchant inverse quelque part et nous montrer quelque chose de très réaliste, de très dur aussi sur cet univers-là qu'il est en train de construire. Donc voilà, encore une fois, comme tu le rappelles, Cinédote, ça reste une bande-annonce, bien sûr, ça reste une seule bande-annonce, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des thèmes qui sont très intéressants et très pertinents dans ce Avatar 3, et qui sont très intéressants à observer. Donc je suis quand même modérément hype, je suis quand même plutôt dedans, je vais être honnête. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Et voilà, à voir où ça va aller. En tout cas, pour ce Avatar 3, je pense quand même qu'il y a plein de trucs qui peuvent être très pertinents à explorer dans cet univers-là. Je trouve que c'est un univers vachement chouette. Et voilà, et je sais qu'il y a le jeu d'Ubisoft, apparemment, il est sympa en plus, ce jeu d'Ubisoft, qui va avoir un mode 3ème personne pour un peu coïncider avec cette sortie-là. Peut-être pour relancer d'ailleurs les ventes, parce que je crois qu'il n'a pas non plus ultra bien marché. Mais en tout cas, voilà, je trouve que les images que j'ai vues, en tout cas, sont assez impressionnantes visuellement, ça c'est sûr et certain. C'est le haut du panier de toute manière des blockbusters. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les évolutions de personnages, et c'est voilà, plus que des jeux de texture et des jeux de lumière, ça je sais, je suis déjà convaincu hein, que ça sera déjà là. Mais peut-être que c'était voilà, le reproche de Avatar 2, c'était ce scénario-là. Est-ce que le scénario sera à la hauteur dans ce Avatar 3? À voir un petit peu et à explorer dans cette suite, en salle du coup, en fin de l'année.